Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Chères auditrices, saviez-vous que les moyens de contraception étaient remboursés en Belgique jusqu'à vos 25 ans et que la pilule du lendemain était gratuite pour toutes les femmes? Saviez-vous que si vous êtes victime de harcèlement ou d'insultes sexistes dans la rue, une loi existe depuis 2014 qui peut condamner les auteurs de ces violences? Et saviez-vous que le statut de cohabitant vous est généralement défavorable? À l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, nous avons décidé d'explorer tous ces droits que l'on ignore parfois ou que l'on connaît assez mal. Et on l'a constaté avec la crise actuelle, cette méconnaissance de nos droits ne concerne évidemment pas que les femmes. La société dans son ensemble ignore beaucoup de ces droits. Des personnes fortement touchées par la crise ne demandent par exemple aucune aide alors qu'elles y auraient droit. On va creuser toutes ces questions, tenter d'expliquer l'augmentation du non-recours aux droits et vous informer au mieux durant les 30 prochaines minutes en compagnie de nos invités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors déjà, bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Tout d'abord, donc Diane Gardiol, vous êtes présidente de la commission jeune du Conseil des femmes francophones de Belgique et vous venez de publier une brochure très intéressante qui devrait être glissée entre toutes les mains, je pense, aussi bien les mains des femmes que celles des hommes, et qui est intitulée « Guide sur les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, ça te concerne ». À vos côtés, Justine Bolsens, bonsoir. Vous êtes juriste, membre également de cette commission jeune et vous êtes par ailleurs toutes les deux chargées de mission au Centre d'action laïque. Et enfin, Christine Mailly, secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Bonsoir. Alors, Diane Gardiol, déjà une première question, finalement, pourquoi cette brochure? Est-ce que ça part, par exemple, d'un constat de terrain, du fait que les jeunes filles connaissent assez mal leurs droits? Donc oui, tout à fait. Donc, pour commencer, donc la commission jeune a été créée en 2019 et pour commencer notre travail, on voulait vraiment créer un outil concret sur lequel les jeunes pourraient s'appuyer, un outil pour chercher des infos, de l'aide. Et dans ce premier outil, on voulait vulgariser le droit parce qu'il est souvent réputé inaccessible et trop compliqué, mais aussi montrer que le féminisme, et on entend par là donc l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est indispensable aujourd'hui parce que les inégalités sont toujours là. Et si on ne lutte pas contre les stéréotypes en sensibilisant les jeunes, alors on ne va pas y arriver. Et donc, on est parti de ce constat que les jeunes ne connaissaient pas leurs droits et qu'on n'apprenait pas à les connaître ou à les utiliser à l'école, alors que c'est vraiment le lieu d'apprentissage. Donc, en effet, on vise les jeunes filles comme premier public, mais les garçons aussi doivent lire la brochure parce que l'égalité, ça concerne tout le monde. Et donc, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a même des encadrés très spécifiques pour les garçons, parfois, où vous interpellez les jeunes hommes aussi en disant ça te concerne aussi très directement. Tout à fait. Parce que finalement, les luttes féministes ou les combats féministes, c'est l'affaire de toutes et tous. Oui, je pense que c'est l'affaire de toutes et tous, parce que je pense que la question féministe, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est une question d'apprentissage, une question de déconstruction de finalement notre éducation qui est un peu basée, qui est très basée même sur une répartition des rôles entre les femmes et les hommes, et sur on va souvent mettre les femmes dans une position un peu subalterne à celle des hommes. Donc je pense que les jeunes, filles et garçons, ils reproduisent cet héritage patriarcal de manière ils s'en rendent pas toujours compte parce que la société dans son ensemble va l'accepter un peu comme une évidence. Et donc je pense que là on est en train de voir que les choses évoluent, que les jeunes sont en train d'un peu se remettre un petit peu, se construire en question. Moi je pense par exemple là les jeunes garçons de secondaire qui avaient mis des jupes pour un peu réagir à la sexualisation du corps des jeunes filles parce qu'elles ne pouvaient pas porter de jupe à l'école. Ou alors il y a même plusieurs initiatives de cercles étudiants à l'ULB qui travaillent sur la notion de consentement. Donc je pense que c'est vraiment une question sociétale de déconstruction et puis de reconstruction un peu plus égalitaire et peut-être plus juste, j'espère. Alors Christine Mailly, déjà une première réaction par rapport à ce type d'initiative. Et est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? On connaît finalement assez mal nos droits, alors que ce soit en tant que femme ou de façon générale. De façon générale, dans notre société aujourd'hui, en effet, d'une part, les gens connaissent assez mal leurs droits, mais il y a des raisons, évidemment, derrière ça qui expliquent la raison pour laquelle on connaît assez mal ses droits. C'est d'abord qu'il faut réinstaller dans la société le fait qu'il soit légitime d'avoir des droits. Et bien sûr, dans une société, il y a des droits et des devoirs, mais il est aussi légitime qu'une société qui veut réduire les inégalités, qui veut donner de la place à tout le monde, et que ce soit les inégalités hommes-femmes, mais les inégalités socio-économiques aussi, doit mettre en avant les droits
comme une garantie de pouvoir se construire dans la vie et d'accéder à tout ce dont on a besoin dans la vie. Donc, d'une part, il est légitime d'avoir accès à des droits et donc de les connaître. Maintenant, l'autre élément qui fait que c'est complexe de les connaître, c'est qu'on est dans une société très compliquée, avec des constructions de plus en plus en lasagne par rapport aux aides qui peuvent être apportées, aux accompagnements qui sont offerts, etc. On parlait des jeunes, des jeunes filles, des jeunes étudiants. Ne prenons que des jeunes étudiants qui vivent la précarité, que ce soit avant la crise et dramatisée par la crise sanitaire aujourd'hui. C'est un peu le parcours du combattant, entre le CPS, les services sociaux des lieux pour les étudiants, aller jobber, le rythme du Minerval qui ne sera pas payé si d'autres documents ont été rentrés à temps, etc. etc. Donc il y a une masse et une complexité. Et donc ce qui peut arriver aussi, et je m'arrêterai peut-être là-dessus maintenant, c'est que les personnes vont s'intéresser aux droits les plus vitaux parce qu'il faut survivre. Et puis après, il y a un peu tous les autres droits qu'on risque d'oublier, notamment les droits liés à l'égalité homme-femme, notamment les droits liés à se faire respecter comme femme, par exemple, dans sa vie, par rapport à son corps, dans le rapport aux autres, etc. Parce que pour une partie, en tout cas, de la population, ça va devenir accessoire par rapport aux droits vitaux. Donc il y a vraiment un travail énorme à faire sur le non-recours aux droits, que ce soit par rapport aux jeunes, que ce soit par rapport à la totalité de la population, que ce soit évidemment par rapport aux jeunes femmes et aux femmes en général dans leur rapport aux hommes, qui est lié, donc on ne connaît pas bien, c'est très complexe. Il y a des droits qui s'opposent. Si vous bénéficiez d'un tel, vous allez perdre un autre. Donc, lequel allez-vous choisir ? Il y a le dédale aussi des institutions dans lesquelles se présenter. On est dans un pays où les droits sont très peu automatisés. Donc, on a tendance à mettre le contrôle avant le fait d'accorder un droit. Donc, d'abord, de faire le parcours de combattant, de démontrer qu'on est en nécessité de bénéficier d'un droit, plutôt que le principe de confiance qui devrait être accordé, etc. Ça veut dire peut-être, par rapport, je rebondis sur ce que vous dites, que des gens ici qui se retrouvent dans des situations compliquées, des gens qui n'avaient peut-être jamais demandé d'aide de leur vie, pas habitués à aller vers le CPS par exemple, aujourd'hui ils se trouvent un peu démunis parce qu'ils n'ont pas cette habitude entre guillemets d'aller vers ces systèmes d'aide et ne savent pas en fait, sont perdus dans ce dédale. Oui, en effet, là, j'ai envie de dire que dans la crise sanitaire que l'on vit, celui qui avait la chance, j'ai envie de dire, ou celle qui avait la chance de ne pas devoir aller demander d'aide, parce que c'est presque une chance de ne pas devoir aller demander d'aide, tant c'est compliqué, il se retrouve parfois contraint de le faire et il est presque plus en difficulté que, j'ai envie de dire, dramatiquement la personne qui a été durablement laissée dans la pauvreté et qui a dû développer des atouts, des aptitudes, etc., à essayer d'aller conquérir du droit, ce qui n'est déjà pas souhaitable. Et donc oui, on voit aujourd'hui, en tout cas nous on est par exemple répondant à un numéro d'appel urgence 1718, on a au téléphone des étudiants qui ne s'étaient jamais retrouvés dans cette situation dramatique-là, des étudiants d'origine étrangère aussi, beaucoup de jeunes d'origine étrangère en très grande difficulté aujourd'hui, des indépendants, des indépendants personnes physiques qui sont dans la dèche, qui téléphonent en disant mais moi je ne sais plus aller faire les courses pour nourrir la famille aujourd'hui parce que je dois choisir entre payer la facture d'électricité ou de location du magasin que je voudrais bien garder ou payer des frais à la maison. Des travailleurs qui sont passés au chômage temporaire et dont la chute de revenus est telle qu'ils sont en difficulté. Donc évidemment, il y a une extension de la palette et on voit que les représentations, vous parliez tout à l'heure des stigmatisations, des représentations, etc., sont puissantes dans notre société. Beaucoup de personnes qui s'adressent à nous au téléphone disent « mais je ne veux surtout pas aller vers le CPS. Mais comment est-ce que je vais faire pour aller chercher de l'aide alimentaire ?» Ce qui est dramatique, d'aller chercher de l'aide alimentaire, ça ne devrait pas exister. Mais comment je vais faire pour qu'on ne le sache pas, pour qu'on ne me voit pas? Comment je vais rester invisible par rapport à tout ça? Donc on voit que l'accès aux droits... Alors pour moi, aller chercher de l'aide alimentaire,
c'est pas un droit. Un droit, c'est d'avoir un revenu, etc. Mais je veux dire, ce qu'on voit de toute façon, c'est qu'il y a une puissante stigmatisation, en effet, par rapport à tout ça. Et donc, voilà, il y a un énorme boulot que la crise aura accentué, mais qui préexistait largement à la crise sur cet accès aux droits structurants qui donne un cadre de vie sécurisant à tout le monde. Alors, du coup, pour justement, vous dites, ça préexistait avant. Diane Gardiol, Justine Paulsens, quelles sont les raisons qui expliquent, selon vous, justement, le fait qu'on connaisse assez mal nos droits? Alors, ici, Christine Mailly a expliqué pourquoi on connaissait mal nos droits, peut-être plus de manière, les droits socio-économiques. Par exemple, tous les droits des femmes, c'est à l'école qu'on aurait dû les apprendre, selon vous, et qu'on ne nous aura pas assez enseigné tout ça? Clairement, je pense qu'on devrait les apprendre à l'école, mais qu'on ne les apprend pas. Déjà, par rapport à l'EVRAS, on sait qu'il y a 15% seulement des Bruxellois qui reçoivent une animation EVRAS à l'école. Donc, EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et alors que ça devrait être généralisé, harmonisé pour tous les jeunes. Et aussi, les cours de philosophie et citoyenneté, ça pourrait être des cours où on pourrait justement apprendre à être des citoyens, des citoyennes, et apprendre justement tous nos droits. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qu'on constate qui manque fortement aujourd'hui. Et d'ailleurs, oui, dans ce guide, vous avez voulu, on va dire, balayer un peu tous les différents types de droits, les inégalités. Alors, ça va des droits civils et politiques, les droits en matière de santé, les droits en matière d'emploi, mais les droits dans le domaine socio-économique qu'on a déjà un peu abordé, toute la question des violences, des inégalités. Donc, pour vous, c'était important vraiment d'essayer d'être le plus exhaustif possible? Donc oui, voilà, en fait, on a décidé de présenter finalement chaque droit de façon simple. Donc, dire, voilà, c'est quelle loi qui s'y rapporte, mais sans avoir de blabla juridique, et de toujours avoir des points de contact pour les jeunes, justement, pour qu'ils puissent demander de l'aide ou du soutien ou plus d'informations, tout simplement, pour vraiment leur donner un outil concret pour la vie de tous les jours. Et on a vraiment essayé de faire tous les domaines de la vie quotidienne et aussi moins quotidienne. Et donc j'espère que c'est un pari réussi. Et alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Justine Paulsens, parce que vous êtes juriste et, par exemple, moi, il y a une loi que je connaissais très peu et que j'ai un peu découvert en lisant le guide. C'est cette loi qui tend à lutter contre le sexisme dans l'espace public de 2014. Et donc, finalement, je trouve que c'est une loi qui est assez méconnue parce que être harcelé, recevoir des propos sexistes, des insultes sexistes dans la rue, une grosse majorité des femmes l'ont déjà vécu. Et en fait, aujourd'hui, c'est condamnable. Oui, je pense qu'il y a un premier constat sur lequel on peut partir, c'est que oui, les droits sont méconnus et qu'on oublie souvent un peu l'essence du droit et pourquoi est-ce qu'il existe. Et finalement, c'est quelque chose qui peut aider l'individu, ça peut être un outil d'émancipation, ça peut l'aider à choisir et à améliorer éventuellement sa situation. Et donc je pense que là, c'est un peu l'idée aussi. Et alors là, pour la loi donc, qui a été votée et adoptée en 2014, on est parti en fait d'un constat, et plus particulièrement d'un reportage de Sophie Peters, qui était femme de la rue. En fait, on va la voir se faire harceler à plusieurs reprises dans les rues de Bruxelles. Et donc, du coup, il y a eu énormément de discussions au Parlement. Et puis, finalement, on a abouti à une loi, à une initiative, finalement, qui est vraiment saluable. C'est chouette de voir que, finalement, on évolue et on travaille sur le sexisme, même en droit, parce que je pense que le droit est en tout cas assez sexiste et parfois on le dit neutre, mais je pense que la neutralité, parfois en tout cas dans le droit, permet pas de répondre aux spécificités des femmes et parfois des hommes. Et donc, je pense que cette loi, elle est très intéressante et elle touche aussi beaucoup de jeunes parce qu'on le sait, Amnesty International avait sorti des chiffres et estimait que 48% des jeunes avaient déjà fait l'objet de violences sexuelles avant 19 ans. Donc voilà, donc cette loi, elle travaille justement sur ces violences sexuelles, sur le harcèlement sexuel plus précisément. Donc, ce qu'elle entend par là, c'est les gestes et les comportements qui ont pour but d'exprimer envers une personne un mépris en raison de son appartenance sexuelle ou alors de la rapporter à sa dimension sexuelle. Donc, vraiment dire, voilà, t'es une femme et maintenant je vais te harceler en raison de ta situation de femme. Mmh. Et donc, cette loi, elle est positive, mais elle est mal appliquée. On le voyait dans les chiffres de la police, il y a entre 55 et 70 plaintes qui sont déposées par an qui mobilisent cette loi. Donc c'est clairement un problème. Il y a plein de critiques qui ont été faites autour de cette loi. On est en passe de travailler. Sarah Schlitz, secrétaire d'État, est en train de dire qu'elle veut faire évaluer cette loi. C'est pas encore le cas.
Oui, parce que c'est difficile de prouver, notamment, évidemment, il y a toute cette question-là. Oui, clairement. Et puis, si effectivement les gens ne le savent pas, si les filles, en l'occurrence, les jeunes filles ne savent pas que cette loi existe, c'est difficile après d'aller porter plainte. Ben voilà, moi j'ai essayé d'un peu trier toutes les critiques que je voyais sur cette loi et je pense qu'il y a déjà la difficulté de la preuve, la difficulté d'identifier l'auteur. Il y a aussi la banalisation finalement du harcèlement, tant par la victime mais aussi par l'auteur et finalement par les témoins aussi. Ça, je trouve que c'est plein de points sur lesquels on doit vraiment porter une attention particulière. Parce qu'en fait, c'est tout un travail aussi dans la prévention. Si on dit le harcèlement, non, on dit non au harcèlement sexiste dans les rues, du coup, je pense qu'on arrivera peut-être à moins appliquer cette loi, mais parce qu'on aura prévenu, mais aussi à parler peut-être plus du harcèlement et à dire, voilà, là, je suis en train de me faire harceler, il y a une loi qui existe, tu peux aller à la police aussi sera plus informée. Enfin, c'est tout un cercle finalement, et c'est un peu l'idée de... D'accord, avoir une loi qui consacre un droit, c'est intéressant, mais son application demande aussi des moyens et du travail, des formations, etc. Voilà. Et alors, donc une autre catégorie de ce guide, c'est toute la question des droits dans le domaine socio-économique, de toute la question des inégalités. Et alors là, vous rappelez des chiffres, Diane, qu'on oublie parfois, c'est que l'égalité salariale en Belgique, normalement, elle est obligatoire, mais en moyenne, le salaire horaire des femmes est inférieur de 6% à celui des hommes. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer que parfois, on a l'impression que les droits sont acquis, mais qu'en fait, les inégalités, elles sont toujours là. Oui, donc tout à fait. En fait, on dit souvent que l'égalité en droit, elle est acquise. Alors, en effet, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution depuis 2002, mais pourtant, le corps des femmes est beaucoup plus légiféré et contrôlé que le corps des hommes, par exemple. Et puis, dans les faits, on voit très bien que c'est pas du tout le cas, qu'il y a plein de lois qui ne sont pas respectées, comme par exemple, voilà, l'égalité salariale. Et c'est ça qu'il faut savoir. Si les jeunes savent que alors il y a des lois qui peuvent les protéger, mais qui ne sont pas appliqués, ils peuvent aussi s'en servir et les faire appliquer davantage. Et est-ce que la précarité, parce que c'est aussi une des choses que vous pointez, la précarité des femmes, enfin la précarité, elle touche encore plus durement les femmes que les autres catégories de la population? Oui, tout à fait. Donc on voit très bien que la pension des femmes, en moyenne, elle est toujours plus basse que celle des hommes, qu'elles sont toujours plus bénéficiaires d'aides supplémentaires et ça c'est parce que donc, voilà, elles ont des carrières dites incomplètes parce qu'elles doivent plus souvent s'arrêter pour s'occuper de leurs enfants, etc., ou prendre des temps partiels. Et aussi, il y a un autre phénomène, c'est le statut de cohabitant, qui défavorise particulièrement les femmes, puisque c'est souvent elles qui se retrouvent dépendantes de leur conjoint et qui ont donc moins d'allocations et qui donc après ont une pension plus basse, etc. Et donc ça, c'est important de le savoir et pour justement faire des choix différents à l'avenir pour que les jeunes puissent avoir un meilleur contrôle de leur avenir. Oui, alors du coup, je me tourne vers vous, Christine Mailly, parce qu'on parlait du statut de cohabitant. Alors, vous le dénoncez au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté depuis longtemps, ce statut. Et vous venez de lancer aussi une grande campagne avec notamment un journal que vous avez sorti pour dire stop vraiment à ce statut. Et vous dites, le statut cohabitant a été créé dans le but de faire des économies en se servant dans la poche des personnes les plus précarisées du pays. Ce sont quand même des mots forts, oui. mais dites-nous, expliquez-nous. Écoutez, le statut cohabitant, il a été inventé dans les années 80 à une période où il fallait déjà que l'État se demande comment faire des économies. On n'a pas hésité une minute. Moi, je me souviens que la phrase qui circulait dans les années 80 et qu'on dit encore, mais enfin, on ne va quand même pas tolérer que la femme du médecin aille chômer et est un chômage complet, en oubliant que beaucoup de femmes de médecins se retrouvaient seules un jour, en n'ayant eu aucune carrière professionnelle et ont dû aller frapper à une porte de CPS, que ce soit la femme du médecin ou une autre, peu importe. Et donc, quand on dit que c'est un vol dans la poche des précaires, c'est parce que c'est une espèce d'impôt qui ne se dit pas, où sur une allocation de base qui est une allocation de chômage, un revenu d'intégration sociale, maladie, invalidité, pension, dans certains cas, etc., qui ne sont déjà pas très élevés dans notre pays, en allocation de remplacement, et qui garantissent un droit individuel d'existence. C'est quand même essentiel. Lorsqu'il y a des séparations, lorsqu'il y a des veuvages, parce qu'on peut très bien vivre seul, etc., eh bien là, sans gêne, le gouvernement dit « moi je vais en chercher un morceau ». Parce que les gens vivent solidairement ensemble, etc. C'est pas grave, je vais en chercher un morceau. Mais le gouvernement n'a pas la même attitude. Lorsque on vit à plusieurs en étant tous travailleurs, on ne se dit pas que pour autant, on va aller chercher 30 ou 40% du revenu des travailleurs. Et heureusement,
tout simplement parce qu'ils vivent ensemble ou parce qu'ils s'aiment ou parce qu'ils sont solidaires ensemble, etc. etc. Donc c'est absolument scandaleux, le statut cohabitant. Il y a des années, c'est les femmes qui ont commencé à le dénoncer, d'ailleurs, les grands mouvements féminins qui ont commencé à le dénoncer. Il y a des années que c'est sur la table. Ce qui est inacceptable et inaudible, c'est que de gouvernement en gouvernement, il y a toujours des partis politiques, majoritairement en quantité, qui disent, en effet, il faut supprimer ce truc-là, en effet, ça ne va pas, et qui, de législature en législature, disent « Ah, mais ça coûte trop cher ». Vous savez, tout ce qui pourrait améliorer la vie des gens appauvris et pauvres, ça coûte toujours trop cher pour notre gouvernement. Mais laisser les gens durablement dans la pauvreté, comme on vient de le donner en exemple pour des femmes qui sont laissées durablement dans la pauvreté, mais c'est se passer d'une force dynamique pour la société. Affaiblir les gens, c'est leur faire perdre leur potentiel. Donc c'est un hyper mauvais calcul en plus pour un gouvernement. Donc oui, ce statut cohabitant, il est tout à fait scandaleux. Mais surtout qu'on l'a vu ces derniers mois, il y a aussi un 2 poids 2 mesures, parce que pour les aides qui ont été données aux personnes qui étaient donc en chômage temporaire, là par contre, on a oublié le statut de cohabitant, oui. On l'a mis entre parenthèses pendant un temps. Heureusement, et tant mieux pour eux. Les personnes qui sont toujours, pour certaines, en chômage temporaire aujourd'hui, d'autres ne le sont plus. D'autres, malheureusement, ont perdu leur emploi, donc vont être atteints par le statut cohabitant. Mais heureusement, en tout cas pour le chômage temporaire, ça n'a pas été appliqué. Si ça n'a pas été appliqué, c'est quand même bien que le gouvernement s'est dit, si on applique en plus le statut cohabitant, les gens vont perdre encore plus d'argent. Mais pourquoi n'a-t-on pas la même réflexion pour tous ceux qui sont bénéficiaires d'une allocation sociale de la sécurité sociale en permanence? Ils n'ont pas demandé à être au chômage, les gens. Ils n'ont pas demandé à bénéficier de revenus d'intégration sociale parce qu'ils n'ont pas demandé d'être en maladie invalidité. Et un État devrait avoir la fierté de mettre les gens dans des conditions socio-économiques décentes qui les renforcent plutôt que de les affaiblir. C'est vraiment un combat tout à fait majeur. Et si je peux me permettre en 2 secondes de relier aussi ce que vous disiez, le statut cohabitant le relie, mais pour dire à quel point la précarité par laquelle sont frappées des femmes, notamment par le statut cohabitant, est intense. En tout cas, au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est assez récent qu'il y a eu le souhait de créer un groupe de femmes qui réfléchit à cette question du statut cohabitant, mais qui réfléchit aux questions de sexisme aussi à partir de leurs conditions précaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui réfléchissent, par exemple, au rôle des institutions quand on dit le non-recours au droit. Par exemple, on a eu toute une discussion autour de les centres de planning familiaux. Accessibles à toutes ou pas accessibles à toutes? Localisés où? Comment est-ce qu'on communique? Qui le connaît, etc. Qui sont des centres tout à fait précieux, connus par certaines personnes dans la pauvreté, mais connus par d'autres. Et donc, tout ce travail, il faut le faire parce qu'il faut briser dans la tête des femmes qui sont dans la pauvreté, qui sont tellement besogneuses pour se faire survivre, faire vivre les enfants et faire vivre le ménage. Parce qu'en général, c'est la femme, même dans un couple à deux, dans la pauvreté, souvent qui va aller au CPS, qui va aller chercher les colis, qui va régler une facture, qui va aller trouver l'école. En général, c'est la femme, en plus. Eh bien, elles sont soucieuses de s'associer à ce combat à partir de leur réalité, évidemment pour sortir de conditions socio-économiques indécentes, mais aussi d'une considération pour qui elles ont le droit, qu'elles auraient le droit d'être dans la société. Voilà. Et le statut cohabitant en est une partie extrêmement importante. Vous parlez des centres de planning. C'est vrai que par exemple dans ce guide des guides sur les droits des femmes, donc qui a été publié par la commission jeune du Conseil des femmes francophones, vous donnez toutes les adresses des associations, les plannings, mais de plein d'autres. C'était important pour vous vraiment de renvoyer les personnes qui allaient lire le guide, et plus particulièrement les jeunes, parce que ça s'adresse plus particulièrement à eux et à elles. Mais vous aviez envie de les renvoyer vers vraiment des associations de terrain et pour dire, il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions si besoin. Oui, je pense que c'était essentiel. L'entourage familial, l'école ou les connaissances plus largement des jeunes sont pas toujours outillés pour répondre à ces questions. Et puis après, il y a aussi parfois le jeune a aussi envie de parler à quelqu'un qui est extérieur à tout ça, de manière peut-être un peu anonyme, pour essayer de trouver des réponses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'associations de terrain qui ont la connaissance de ces besoins, qui peuvent créer un lien de proximité avec la population, et puis qui ont une certaine expertise dans certaines questions, qui peuvent être vraiment une plus-value
Oui, c'est ça. Et qu'ils osent pousser la porte aussi de ces associations, comme on le disait tout à l'heure avec les CPS, où parfois on a un peu du mal, ou même avec les plannings, peut-être que certains se disent bon, c'est peut-être pas pour moi, ou ça s'adresse pas à moi. Et en fait, il faut oser pousser les portes de ces associations. Oui, tout à fait. Il faut vraiment que les jeunes puissent se dire elles sont là pour m'aider, elles sont là pour me soutenir et oser y aller. Et je voudrais rajouter aussi que le problème en Belgique, c'est qu'on voit que les associations font beaucoup le travail de l'État et que, notamment au niveau des violences, en fait, ce sont les associations qui sont subventionnées peu ou prou pour faire le travail de protection des citoyens et des citoyennes que l'État devrait en fait faire, puisque la Belgique a d'ailleurs ratifié la Convention d'Istanbul en 2016 et ne respecte pourtant que 80% des obligations, peu ou pas. Et donc voilà, les associations doivent toujours se battre pour avoir des subventions qui sont souvent maigres à comparer des montants dont elles ont vraiment besoin. Et la conséquence, c'est que ces associations sont pas si connues du grand public. Donc on voulait vraiment diffuser l'information au maximum pour qu'en cas de besoin, les femmes savent vers qui se tourner avant que leur situation, possiblement, en empire. N'oublions pas que l'associatif a souvent été à l'origine de ce qui est novateur. On peut parler des centres de planning dont on citait tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu un combat, j'ai envie de dire souterrain, puissant, par un certain nombre d'acteurs, l'État de lui-même ne construisait pas les centres de planning. L'éducation permanente, elle a émergé de la nécessité du terrain. Et donc souvent, en fait, il y a une bousculade de la population quand on est dans des États où on écoute assez la population. Aujourd'hui, je pense qu'on doit veiller et être prudent par rapport à l'état de la démocratie et donc à comment l'État reste un partenaire et pas un contrôleur autoritaire. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je avais juste une dernière question pour vous toutes. On est donc à quelques jours de la journée internationale pour les droits des femmes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en quelques mots, être féministe aujourd'hui? Alors, on va commencer par vous, Justine. C'est une grande question. Je pense que déjà, pour commencer, c'est une prise de conscience et une réflexion permanente sur la place des femmes dans la société actuelle et la mienne. Après, c'est aussi essayer de reprendre les rênes et d'apporter du changement, et aussi de donner de la place aux autres femmes et de visibiliser certains vécus qui sont invisibilisés. Et après, c'est aussi un peu de colère, parce qu'on est en 2021 et qu'on sexualise encore beaucoup le corps des femmes, il y a toujours de la marchandisation sur les droits sexuels et reproductifs, etc. Diane Gardiol, la même question. Être féministe aujourd'hui en 2021, c'est quoi ? Comme dit Justine, je pense que oui, c'est une déconstruction permanente de la société dans laquelle on vit. C'est sortir d'un schéma de pensée patriarcal dans lequel on a tous et toutes été élevés. Et ça, c'est un long processus. Et c'est à la fois très positif de pouvoir réfléchir à notre société et d'essayer de faire évoluer les mentalités. Mais c'est aussi un boulot militant qui peut être à la fois aussi fatigant et déprimant. Et c'est devoir aussi tout analyser et vivre avec ces lunettes féministes, ce qui peut être parfois aussi perturbant. Et je dirais aussi encore que c'est vivent parfois en contradiction avec certains de ces principes. On voit avec la pilosité féminine, on se dit, on sait que c'est une injonction de beauté patriarcale, et pourtant c'est quand même difficile de sortir de la norme et de s'accepter comme ça, parce qu'on a toujours peur finalement du regard des autres et de s'assumer. Christine Mailly, c'est pas un combat d'arrière-garde alors le féminisme aujourd'hui ? Mais je ne crois pas, et moi je dois bien avouer qu'il a grandi en moi au fil des années. Il n'existait pas chez moi quand j'avais vos âges. Honnêtement, il n'existait pas du tout en moi, et dans mon environnement et dans les combats que je menais. C'est au fil du temps qu'il a pris de la place. Donc moi, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que je suis assez admirative de la prise en main par les jeunes générations de femmes de la question. Je pense aussi que pour moi, évidemment, le féminisme, c'est aussi de voir comment on réduit les inégalités entre femmes et les inégalités vis-à-vis des hommes, évidemment, et les inégalités vis-à-vis du système aussi. Donc, qui décide à quels endroits et où sont les femmes pour décider à quels endroits sur l'ensemble de l'organisation de l'État. Et puis le féminisme, pour moi, ça reste quand même aussi jeter des ponts vers les hommes. D'abord, il y a des hommes féministes, et puis je pense qu'en effet, changer les choses, on ne peut pas le faire en créant un camp contre un autre. Mais par contre, on doit défendre la place de celles qui ont à dire comment les choses doivent évoluer dans l'ensemble du périmètre homme-femme.
Merci vraiment à toutes les trois. Alors juste 2-3 infos pratiques avant de terminer. Là, ce guide donc sur les droits des femmes, il va être distribué à un maximum de jeunes. Voilà, vous avez des contacts dans les écoles via des plateformes Evras et autres. Et il se trouve évidemment aussi à partir de la semaine prochaine sur le site internet du Conseil des femmes francophones, donc www.cffb.be. Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, évidemment, il y a aussi le site internet, toutes vos actions et cette campagne pour dire stop à ce statut de cohabitant. Et évidemment, lundi 8 mars, il y a toute une série d'actions qui seront menées pour la journée internationale pour les droits des femmes, avec notamment le collectif 8 mars qui développe plusieurs choses, une grève des femmes aussi, mais ça, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site notamment du collectif 8 mars ou du CFFB. Merci vraiment à toutes les trois et une bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir.